exercice de 29. Deux sphères S1 et S2 concentriques, creuses, d'épaisseur négligeable et de rayons respectifs R1 et R2 sont chargées uniformément en surface avec des densités respectives plus sigma et moins sigma. Calculer la charge Q1 et Q2 portée par chacune des deux sphères, en déduire le champ électrique E dans les régions A, B et C, déterminer les expressions du potentiel électrique dans les régions A, B et C, telles que pour R égale à 15 cm, on a un potentiel de 12 volts. On a ici la première sphère de rayon R1 qui porte une charge Q1 de densité surfacique 4 sigma. La deuxième sphère de rayon R2 supérieur à R1 porte une charge Q2 négatif de densité surfacique moins sigma. Déterminons les charges Q1 et Q2. On a sigma est égal à dQ divisé par ds. C'est égal à Q sur S, qui est égal à une constante. Donc, du moment que la densité est uniforme. S est la surface de la sphère. En remplace, je vais avoir Q1 est égal à sigma 1 fois S1. Sigma 1 est égal à 4 sigma. S1 est la surface de la sphère de rayon R1 qui est égal à 4 pi R1 au carré. Je vais avoir Q1 est égal à 16 pi sigma R1 au carré, qui est une charge positive. Q2 est égal à sigma 2 fois S2. Sigma 2 est égal à moins sigma. S2 est égal à 4 pi R2 au carré. Je vais avoir Q2 est égal à moins 4 pi sigma R2 au carré, qui est une charge négative. Trouvons maintenant le champ électrique dans chaque région avec le théorème de Gauss. Pour ce faire, on va faire un rappel. On va déterminer le champ électrique créé par une sphère de rayon grand R chargée positivement avec une charge Q, en surface bien sûr. Donc la surface de Gauss va être une sphère. Je vais d'abord déterminer le champ électrique pour petit r inférieur à grand R. La surface de Gauss va être une sphère de rayon petit r. À l'intérieur de la sphère de Gauss, il n'y a pas de charge. Les charges ils sont à l'extérieur. Donc, le champ électrique à l'intérieur de la sphère de Gauss est égal à 0. Donc, il n'y a pas de champ à l'intérieur de la sphère de rayon grand R. Maintenant, pour la région R supérieure à grand R, on va écrire le théorème de Gauss. Le flux est égal à l'intégrale sur la surface de Gauss du produit scalaire E extérieur ds, qui est égal au champ E extérieur fois la surface de la sphère de Gauss, du fait que le champ électrique E extérieur est parallèle à ds. Et c'est égal à Q intérieur divisé par epsilon 0. Q intérieur est la charge à l'intérieur de la sphère de Gauss, qui est une sphère de rayon petit r supérieur à grand R. On voit bien qu'à l'intérieur, il y a la charge Q, c'est la charge de la sphère de rayon grand R. Donc, je vais écrire que le champ électrique fois 4 pi r au carré, qui est la surface de la sphère de Gauss, c'est égal à Q intérieur divisé par epsilon 0, et c'est égal à Q divisé par epsilon 0. Donc, le champ électrique extérieur est égal à Q sur 4 pi epsilon 0 sur R2, et c'est égal à KQ sur R au carré, si on remplace K par 1 sur 4 pi epsilon 0. Ceci va être utilisé pour le calcul suivant. Dans la région A, tel que R est inférieur à R1, trouvons le champ EA. La surface de Gauss est une sphère, bien sûr, de rayon petit r inférieur à R1. À l'intérieur de la sphère de Gauss, il n'y a pas de charge, vu que la charge, elle est sur la sphère de rayon R1. Donc, Q intérieur égale à 0. Du moment que Q intérieur égale à 0, le champ électrique dans la région A, tel que R inférieur à R1, va être égal à 0. Donc, EA égale à 0 volts par mètre. Déterminons maintenant le champ électrique dans la région B, tel que R supérieur à R1, inférieur à R2. Donc, déterminons EB. L'expression du flux est égale à l'intégrale double à travers la surface de Gauss, EB scalaire ds, est égale à Q intérieur divisé par epsilon 0, selon le théorème de Gauss. Donc, je vais avoir à calculer le flux à travers la surface de Gauss.
La surface de Gauss est une sphère positionnée entre la sphère R1 et la sphère R2. À l'intérieur de Gauss, il y a la charge Q1. Donc, le flux est égal à EB fois S de Gauss, du moment que EB est parallèle à ds. C'est égal à Q intérieur divisé par epsilon 0. Et c'est égal à Q1 divisé par epsilon 0. Donc, EB fois 4πr au carré, qui est la surface de la sphère de Gauss, est égal à Q1 sur epsilon 0. Donc, EB va être égal à Q1 sur 4π epsilon 0 R au carré. C'est égal à K Q1 divisé par R au carré, si je remplace K par 1 sur 4π epsilon 0. Maintenant, si je calcule Q1, je vais trouver que Q1 est égal à 4 fois 10 puissance moins 10 coulombs. EB sera égal maintenant à 3,6 divisé par R au carré volts par mètre. Trouvons maintenant le champ électrique dans la région C, tel que petit r supérieur à R2. La sphère de Gauss va être de rayon petit r, tel que petit r est supérieur à R2. Le champ électrique, s'il existe, bien sûr, il va être radial. Calculons maintenant la charge à l'intérieur de la surface de Gauss. À l'intérieur de la surface de Gauss, il y a la charge Q1 qui est positive et la charge Q2 qui est négative. Donc la charge Q1 qui est positive et la charge Q2 qui est négative. Q intérieur est égal à Q1 plus Q2. Donc Q1 va être égal, si on fait le calcul, à 4 10 puissance moins 10 coulombs. Q2 va être égal à 4 10 puissance moins 10 coulombs. Donc ici, si je calcule Q intérieur, ça va être égal à Q1 plus Q2 et ça va être égal à 0. De ce fait, le champ électrique dans la région C va être égal à 0. Trouvons le potentiel dans les différentes régions. La région A, telle que petit r inférieur à R1. Trouvons le potentiel VA. Donc, on va s'aider de l'expression d de VA est égal moins EA scalaire DL. S'il existe le champ, il va être radial. Donc, je vais avoir d de VA égale moins EA DR. EA égale à 0. Dans ce cas-là, d de VA va être égal à 0 et VA va être égal à une constante qui est égale à CA, qui est à déterminer. Dans la région B, telle que petit r supérieur à R1, inférieur à R2, je vais calculer VB. D de VB est égal moins EB scalaire DL. Du moment que le champ est radial, donc D de VB égale moins EB DR. Donc VB va être égal moins EB DR plus une constante. On remplace l'expression de EB. Je vais avoir VB égale moins 3,6 sur R de DR plus CB. VB est égal moins 3,6, l'intégrale de DR sur R2 plus la constante CB. L'intégrale de DR sur R2 est égale moins 1 sur R. Donc VB va être égal moins 3,6 fois moins 1 sur R plus CB. En finalité, on va voir VB est égal à 3,6 divisé par R plus CB. Trouvons maintenant le potentiel dans la région C, tel que petit r est supérieur à R2. D de VC est égal moins EC scalaire DL. Donc, s'il existe un champ, ça va être égal moins ECDR. Du moment que EC égale à 0, donc VC est égal à une constante qui est égale à C de C. Trouvons les constantes par la continuité du potentiel et sachant que pour R égale à 15 10 puissance moins 2 mètres, on a un potentiel égal à 12 volts. R égale à 15 10 puissance moins 2 mètres, c'est un rayon qui est entre R1 et R2. R1 est égal à 10 cm, R2 est égal à 20 cm. On va trouver maintenant la constante CB dans la région B. Je vais avoir VB égale à 3,6 divisé par R plus CB. Donc 12 volts est égal à 3,6 divisé par 15 10 puissance moins 2 plus CB. CB va être égal à moins 12. Donc je vais avoir VB est égal à 3,6 sur R moins 12 volts. Trouvons maintenant la constante dans la région A. Par continuité du potentiel, pour R est égal à grand R1, on a VA est égal à VB de R1. VB de R1, 3,6 divisé par R1 moins 12. Ça va être égal à VA. Donc VA qui est égal à la constante CA, c'est égal à 3,6 divisé par R1 moins 12. R1 est égal à 10 cm. Ça veut dire que R1 est égal à 0,1 mètre. De ce fait,
je vais calculer la constante CA. Donc, la constante CA va être égale à 3,6 divisé par 0,1 moins 12. Donc, faisant le calcul, on va avoir CA est égal à VA qui est égal à 24 volts. Donc, le potentiel dans la région A est égal à 24 volts. Dans la région C, on va utiliser la continuité du potentiel pour R égale à R2, tel que je vais avoir VC est égal à VB de R2. Donc, R2 est égal à 20 cm, 0,2 m. Je remplace V de C égale à C de C est égal à 3,6 divisé par 0,2 moins 12. On fait le calcul, je vais retrouver que VC est égal à 6 volts. Donc, le potentiel dans la région C, tel que petit r est supérieur à R2, est égal à 6 volts, qui est ici une constante. Allons maintenant vers l'exercice de 23. L'énoncé de l'exercice de 23 est le suivant. Soit deux plans infinis parallèles et chargés en surface avec des densités respectives de sigma et sigma. Sigma est négatif. Donc, en utilisant le théorème de Gauss, première question, déterminer le champ électrique dans les régions A, B et C. Donc, on va déterminer le champ électrique créé par deux plans infinis, le premier et le deuxième. Le premier a une densité surfacique sigma négatif. Le deuxième aussi a une densité surfacique de sigma négatif. Le champ électrique créé par le premier plan dans la région A et rentrant dans le plan 1. Le champ électrique créé par le deuxième plan et rentrant dans le plan du moment que les deux sont chargés négativement. Maintenant, le champ créé par le plan infini est un champ qui est perpendiculaire au plan. Par l'utilisation du théorème de Gauss, on va faire un petit rappel. Pour trouver le champ électrique créé par un plan infini, on choisit une surface de Gauss qui est un cylindre fermé. Donc, on va calculer le flux à travers la base S1, à travers la base S2 et à travers la surface latérale. On sait que le flux à travers la surface latérale est égal à 0, du moment que le champ électrique est perpendiculaire au vecteur surface des S3. Donc ici, je vais avoir le flux est égal à E fois S1 plus E fois S2. S1 et S2 sont les surfaces des deux bases du cylindre. Et c'est égal à 2 fois E fois S, du moment que S1 égale à S2. Et c'est égal à la surface de la base hachurée ici, du disque hachuré ici. Donc, le flux va être égal par, en utilisant le théorème de Gauss, à Q intérieur divisé par epsilon 0. À l'intérieur de la surface de Gauss, il y a la charge Q intérieur qui est égale à sigma fois S. Q intérieur est égal à sigma fois S. De ce fait, je vais avoir 2 fois E fois S est égal à sigma fois S sur epsilon 0. Et le champ créé par un plan infini, ça va être égal à sigma sur 2 epsilon 0. Donc le champ est perpendiculaire au plan et sa valeur est égale à la valeur de la densité divisée par 2 epsilon 0. Donc dans la région A, je vais avoir le champ créé par le premier plan et le champ créé par le deuxième plan. Le champ le champ EA va être la somme des deux champs E1 plus E2. Dans la région B, il y a un champ qui est créé par le deuxième plan, qui est chargé négativement. Donc, il va rentrer dans le deuxième plan. Ici, le E1, il est créé par le premier plan. Donc, il va rentrer dans le premier plan du moment que la charge elle est négative. En faisant la somme, on va trouver un champ total EB. Dans la région C, le champ E1 est rentrant dans le plan de densité sigma. Le champ E2 est rentrant dans le plan de densité de sigma. Donc ici, dans la région A, les deux champs sont antiparallèles à J. Dans la région B, le champ E2 est parallèle à J et le champ E1 est antiparallèle à J. Dans la région C, le champ E1 et E2 sont dans le même sens que le vecteur unitaire J. Donc, on utilise tout ça pour calculer le champ dans chaque région. Donc, EA est égal à E1 plus E2. E1 est antiparallèle à J.
E2 est antiparallèle à J. On écrit E1 égale à sigma sur 2 epsilon 0, J. Maintenant, est-ce qu'on met un plus ou un moins? Du moment que sigma, elle est négative, donc je vais mettre un plus, parce que E1 est antiparallèle à J. E2 est égal à 2 fois sigma divisé par 2 fois epsilon 0, selon la définition qu'on a pour le champ créé par un plan infini. Donc, ici, je vais avoir E2 antiparallèle à J. Donc, sigma est négatif, je mets un signe positif. E1 va être la somme des deux champs. Résultat, E1 est égal à 3 sigma sur 2 epsilon 0, sur 2 epsilon 0, J. Donc, je vais avoir ici E1 qui est antiparallèle à J. Donc, ce que je vais faire ici, c'est de corriger la valeur que j'ai mis ici. Donc, ici, c'est 2 sigma. Donc, ici, je vais avoir E1 est égal à 3 sigma divisé par 2 epsilon 0, J. La région B, je vais avoir EB égale à E1 plus E2. E1 est antiparallèle à J, E2 est parallèle à J. Donc, je vais écrire que E1 égale à sigma sur 2 epsilon 0 J. Du moment qu'il est antiparallèle, donc, je vais garder sigma et je ne mets aucun signe, donc c'est comme un plus. E2 est égal moins 2 sigma sur 2 epsilon 0 J. Je mets un signe moins pour que E2 soit parallèle à J du moment que sigma est négatif. Je vais avoir EB est égal plus 2 sigma J moins 2 sigma sur 2 epsilon 0 J. Donc EB est égal plus sigma sur 2 epsilon 0 J moins 2 sigma sur 2 epsilon 0 J. Tout ça va me donner que EB est égal moins sigma sur 2 epsilon 0 J. EB est parallèle à J, puisque sigma est négatif. Ici, EA est antiparallèle à J, puisque sigma est négatif. Puisque sigma est négatif, donc EA est antiparallèle à J. Maintenant, allons dans la région C. Dans la région C, je vais avoir EC égale à 1 plus E2. E1 et E2 sont parallèles à J. Donc, je vais avoir E1 est égal à sigma sur 2 epsilon 0 J. E2 est égal à moins 2 sigma sur 2 epsilon 0 J. Donc, E1 est égal à moins sigma sur 2 epsilon 0 J. E2 est égal à moins 2 sigma sur 2 epsilon 0 J. Pour assurer que E1 et J vont être dans le même sens, E2 et J vont être dans le même sens, puisque sigma est négatif. De ce fait, je vais avoir EC est égal à moins 3 sigma sur 2 epsilon 0 J. Sigma est négatif, donc je vais avoir EC dans le même sens que J. Maintenant, ayant trouvé le champ électrique, la question suivante, c'est qu'on va, la question 3A et B, on va disposer un dipôle dans chaque région et on va déterminer les positions d'équilibre stable et positions d'équilibre instable. Donc, dans la région A, on a un champ électrique qui est antiparallèle à J. Dans la région B, on a un champ électrique qui est parallèle à J. Dans la région C, on a aussi un champ électrique qui est parallèle à J. Θ, c'est l'angle que fait l'axe des X avec le dipôle de moment dipolaire P. Donc, alpha est l'angle entre E et P aussi, qui est le moment dipolaire du dipôle. Alpha entre le champ et le vecteur P. Dans la première région, alpha, ça va être égal à θ plus pi sur 2. Dans la deuxième région, alpha est égal à pi sur 2 moins θ. Dans la troisième région, alpha est égal à pi sur 2 moins θ. Pour trouver les positions d'équilibre stable et instable, on doit s'aider de l'expression de l'énergie potentielle du dipôle. EP est égal à moins E scalaire P, qui est égal à moins module de E fois module de P fois cosinus de l'angle qui existe entre le champ et le moment dipolaire P. Région A. Donc, je vais avoir l'énergie potentielle qui est égale à moins EA P cosinus de θ plus pi sur 2. Entre E et P, entre E et P, il y a un angle de θ plus pi sur 2. Donc, je vais avoir EP égale moins EA P sinus de moins θ. Je vais avoir EP est égal à EA fois P fois sinus de θ. Du moment que sinus de moins θ est égal à moins sinus de θ. Donc, je vais avoir l'énergie potentielle dans la région A du dipôle est égale 3 sigma
divisé par 2 epsilon 0, P fois sinus θ. Ici, je prends le module de sigma. Équilibre stable, ça veut dire que l'énergie potentielle est son minimum. Pour avoir le minimum de l'énergie potentielle, il faudrait que sinus θ soit égal à moins 1. Donc θ va être égal à moins pi sur 2. Équilibre stable, ça veut dire que le moment dipolaire doit être parallèle à EA. Ici, je vais regarder. Donc, je vais avoir θ égal à moins pi sur 2. Parce que θ, c'est l'angle que fait X avec le moment dipolaire P. Donc, θ égale moins pi sur 2. Donc, le champ électrique est dans le sens négatif des J. Donc, P va être parallèle au champ électrique EA. Et θ va être égal à moins pi sur 2. Maintenant, pour l'équilibre instable. L'équilibre instable, ça veut dire que l'énergie potentielle doit être au maximum. Si elle est au maximum, ça veut dire que sinus θ va être égal à 1. Et l'angle que fait le P et le A, non, pardon, et l'angle que fait P avec l'axe des X va être égal à θ égale à pi sur 2. Ici, équilibre instable, ça veut dire que P doit être antiparallèle au champ électrique EA. Donc, je vais avoir θ égale à pi sur 2. Donc, θ, c'est l'angle qu'il y a entre l'axe des X et le moment dipolaire P. Donc, θ pi sur 2. Et je remarque ici, je vais avoir EA antiparallèle à AP. Maintenant, allons-y aux autres régions. La région B, l'énergie potentielle, elle est égale à moins EBP, moins EB fois P fois cosinus de EB et de P. Donc, c'est égal à moins sigma. Donc, sigma ici, il est pris en module, sur 2 epsilon 0 fois P fois le cosinus de alpha. Alpha, je l'ai déjà dit, est égal à pi sur 2 moins θ. Donc, cosinus de pi sur 2 moins θ est égal à sinus de θ. Donc, l'expression de EB est égale à moins sigma sur 2 epsilon 0 P fois sin de θ. Donc, équilibre stable, ça veut dire que l'énergie potentielle doit être au minimum. Si elle est au minimum, ça veut dire que sinus θ doit être égal à 1. Donc, θ va être égal à pi sur 2. Si θ est égal à pi sur 2, donc le P, il est là. θ, c'est l'angle que fait l'axe des X avec le P. θ égale à pi sur 2. Je remarque que le champ électrique EB doit être parallèle à P. Ici, c'est P qui va tourner. Donc, du fait qu'on a mis un dipôle dans la région B où il existe un champ électrique EB, le dipôle P va tourner de telle façon à avoir P parallèle à EB. Maintenant, équilibre instable. Dans l'équilibre instable, donc je vais avoir l'énergie potentielle au maximum. Donc, sinus θ égale à moins 1. Ça implique que θ est égal à moins pi sur 2. Donc, on va se retrouver avec un moment dipolaire antiparallèle au champ. On le remarque ici. θ égale moins pi sur 2. Donc, P est dirigé dans le sens négatif. Et je vais avoir P antiparallèle à EB. Maintenant, région C. Là, dans la région C, l'énergie potentielle est égale à moins EC fois le module de P fois cosinus de EC et de B, l'angle qu'il y a entre EC et EB. On remplace, je vais avoir l'énergie potentielle dans la région C est égale à moins 3 fois le module de sigma divisé par 2 epsilon 0 fois P fois cosinus de pi sur 2 moins θ. Cosinus de pi sur 2 moins θ est égal à sinus de θ. Donc, l'énergie potentielle est égale à moins 3 fois le module de sigma divisé par 2 epsilon 0 fois P fois sinus de θ. Donc, déterminons l'équilibre stable. Donc, l'équilibre stable est indiqué par l'énergie potentielle au minimum. Donc, ça veut dire que sinus θ est égal à 1. Donc, θ est égal à pi sur 2. Si on met θ égal à pi sur 2, on va faire tourner le dipôle dans la direction de EC. θ égale à pi sur 2. Dans ce cas-là, je vais avoir P parallèle à EC. Équilibre stable. Maintenant, équilibre instable. Ça veut dire que l'énergie potentielle est au maximum. Donc, ça veut dire que sinus θ égale à moins 1. Donc, θ est égal à moins pi sur 2. Donc, si θ est égal à moins pi sur 2, ça veut dire que le moment dipolaire est dirigé vers le sens des J négatifs. Donc, je vais avoir dans le sens des Y négatifs, où P est antiparallèle à J. Donc, θ égale à pi sur 2. Dans ce cas-là, je vais avoir P et EC qui sont antiparallèles.